Chers amis, chers followers, bonsoir. Bienvenue à Genotin Talk. Je suis Mister Genotin, médecin généraliste. J'ai l'honneur d'animer ce premier épisode de la rubrique santé de Genotin Talk. Genotin Talk, c'est une initiative qu'on peut qualifier de familiale. C'est un concept que j'ai développé avec mes frères. Nous nous sommes rendus compte que nous avions un réseau professionnel assez large dans beaucoup de domaines, dans l'informatique, la religion, la communication, le sport, la politique, les finances et évidemment la santé. Donc, nous avons décidé de partager un peu les connaissances de tout ce réseau-là, de spécialistes, de professionnels, d'experts sur différents sujets avec tous ceux qui nous suivent, avec nos connaissances. Et c'est pour cela que nous avons créé Jonathan Talk. Et dans ce premier épisode, je reçois Dr. Kamel Lafia. Il est médecin cardiologue et hypertensiologue. Dr. Kamel Lafia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vous allez, docteur? Très bien, docteur, et vous? Je vais très bien. D'accord. Donc, avec vous, nous parlerons d'entrepreneuriat médical. Nous évoquerons les défis auxquels peuvent être confrontés les entrepreneurs dans le domaine médical, ainsi que les opportunités qu'il y a à saisir dans ce domaine. Mais avant, j'aimerais vous présenter à ceux qui nous suivent. Vous êtes originaire de Pereret, une commune de Borgou, dans le nord-est du Bénin. Vous vous décrivez comme optimiste, têtu, diffuseur de bien-être, et ceux qui sont proches de vous le confirment d'ailleurs. Après votre doctorat en médecine à l'Université de Ouagadougou, vous êtes spécialisé en cardiologie et maladies cardiovasculaires à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, d'où vous êtes diplômé depuis 2016. Vous avez un master en gestion de projet et un diplôme de l'Université de Washington en leadership et management en santé. Vous avez également fait un DU en diabétologie. Vous avez été de 2013 de 2018 à 2022 vice-président de l'Ordre national des médecins du Bénin. Puis, depuis juin 2022, vous êtes conseiller national de ce même ordre. Vous êtes aussi, depuis janvier 2023, je crois, vous pourrez me corriger si je me trompe, directeur médical de la clinique internationale de Parakou, ce qui représente d'ailleurs la principale raison de votre invitation à ce talk. Et j'aimerais par ailleurs ajouter que vous êtes auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages, parmi lesquels on peut citer Tuer le tueur silencieux, tout pour éviter ou vaincre l'hypertension artérielle, hypertension artérielle, toutes les astuces pour l'éviter et le vaincre, accident vasculaire cérébral, toutes les astuces pour l'éviter et le vaincre, réussir ses études en médecine et aussi de carnet de suivi de la glycémie et de la tension artérielle et bien d'autres ouvrages. Et enfin, vous le dites, vous le défendez, vous êtes également fermier. Docteur Kamel Lafia, j'espère que j'ai réussi à vous présenter. Tellement vous allez vite, tellement vous faites de choses. J'aimerais savoir ce qui vous motive. Merci beaucoup, docteur. Oui, vous avez été, bon, tu as été, je vais me permettre de te tutoyer. Évidemment, docteur. Tu as été même plus exhaustif que j'aurais pensé. Oui, bon, ce qui me motive, c'est simple, hein. Je pense que chaque génération a vraiment une mission à accomplir. Je dis vraiment parce qu'on le dit très souvent. Et puis, il faut laisser une trace. C'est-à-dire, je me dis que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si nous sommes au même niveau que nos aînés l'étaient il y a quelques années, c'est que nous aurions échoué. Bien sûr. En même temps, je sais que la vie, ça va très vite. Et puis, on n'a pas autant de temps qu'on le pense. Donc, c'est ma principale source de motivation, laisser une trace, faire avancer les choses. Et puis, peut-être quand je serai sur mon lit de mort, quand je ferai un rétrospectif, j'aurais bien aimé être fier et que mes proches soient fiers de ce que j'ai accompli. Donc, c'est mon essence principale. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je pense que c'est évidemment un vrai carburant que d'être motivé par
par le fait de laisser une trace dans ce monde. Et vous faites déjà beaucoup de choses et je suis convaincu que vous laisserez une trace indélébile dans ce monde. Et comme je le disais dans votre présentation, vous êtes actuellement directeur médical de la clinique internationale de Parakou, Gonou Wérou. Pouvez-vous nous la présenter brièvement? Je veux dire les services que vous avez, quand est-ce que ça a été créé, dans quel but ça a été créé, une brève présentation de la clinique. Ok, effectivement, depuis le mois de janvier 2023, je suis directeur médical de cette clinique, la clinique internationale de Parakou, qui a été mise en place en fait par un groupe de médecins. Parce que je me suis toujours promis depuis 2016, où j'ai eu mon diplôme de spécialisation, de ne pas me lancer seul. Ça ne sert à rien. Tout à l'heure, je disais que lorsqu'on se projette, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que ceux qui nous ont, que les aînés, je vais dire. Oui. Ou plutôt, il faut qu'on puisse tirer le son des éventuelles erreurs qu'ils auraient commises. C'est vrai que ce n'est pas forcément de leur faute. Et donc, c'est pour ça que je m'étais promis de ne pas me lancer seul. C'est pour ça qu'on a un groupe de 4 médecins à avoir lancé cette clinique qui est constituée essentiellement de 3 pôles, je vais dire. C'est la médecine générale, c'est la cardiologie, la pédiatrie. D'accord. Il y a d'autres secteurs qui seront développés, c'est la médecine de travail parce qu'il y a l'un de nous qui est médecin de travail et la radiologie que nous allons dans quelques mois, j'espère, développer. Donc, essentiellement, c'est ça, cardiologie, pédiatrie, médecine générale avec un laboratoire, avec comme leitmotiv vraiment de mettre la prévention au centre de nos activités. Parce que très souvent, nous ne sommes là que pour ramasser les pots cassés. Donc, nous avons vraiment décidé d'agir bien avant que ces pots ne se cassent. Voilà, et c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'éducation, beaucoup d'activités de prévention à côté justement des tâches curatives que nous avons toujours appris. D'accord, merci docteur. Pendant que beaucoup décident de s'installer à Cotonou, à Calavi, à Porto-Novo, vous avez décidé de vous installer dans le Septentrion. Il est vrai que Parakou, c'est une grande métropole où beaucoup les grandes régions du pays se rencontrent. Parce qu'il faut dire que Parakou, on le classe dans le nord, mais c'est vraiment au centre du pays. Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités à saisir dans cette partie-là du pays pour vous motiver à y aller et à vous y installer? Oui, je pense qu'il y a des opportunités. Bon, pas qu'à Parakou. Tu l'as dit, je crois qu'il y a beaucoup de médecins à Cotonou. Oui. C'est vrai, peut-être qu'il n'y en a pas autant que nécessaire. C'est-à-dire si le message qui est que tout individu doit faire un bilan de santé systématique, toute femme doit avoir un gynécologue, ainsi de suite, tout enfant doit avoir un pédiatre. C'est-à-dire si la prévention entre dans les habitudes de nos populations, nous nous rendrons compte que vraiment, nous n'avons pas assez de médecins, même à Cotonou. Et c'est pire dans le septentrion. Pourquoi Parakou? Vous l'avez dit, tu l'as dit, après mes années de spécialisation, j'ai fait un master de gestion de projet. Parce que quoi qu'on dise, mettre en place une clinique, c'est une entreprise médicale. Bien sûr. On ne le dit pas assez parce que pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, nous n'apprenons qu'à interagir avec les malades. Oui. Mais après, on se trouve sur le fait accompli où on doit mettre en place une entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce master de gestion de projet. Et le thème de mon mémoire, c'était justement l'étude de faisabilité de la création d'un hôpital privé à Parakou. D'accord. Et avant tout ça, on fait une étude de marché. Oui. Donc, c'est cette étude de marché justement qui m'a permis de mettre en lumière le besoin de médecins de façon générale et aussi en termes de spécialistes. Oui. Rendez-vous compte qu'il y a des départements comme la Donga qui n'ont aucun cardiologue,
Oui. La Libreville n'a aucun cardiologue. Oui. À Takora n'a qu'un seul cardiologue. Et Oui. Parakou, quand je m'installais, n'avait pas plus de 5-6 cardiologues. Donc, D'accord. le besoin est là. Il en est Oui. de même quand je prends les autres spécialités. Donc, nous avons pris le temps de faire cette étude de terrain-là pour nous rendre D'accord. compte que le besoin était vraiment Était criant. vraiment Il présent, fallait oui. forcément commencer par là. D'accord. Voilà. D'accord. Vous nous présenterez tout à l'heure la clinique internationale de Parakou, Gonou-Wiro. On s'aperçoit que c'est comme une infrastructure importante. C'est beaucoup de moyens, certainement, que cela a dû nécessiter. Comment est-ce qu'on arrive à financer de tels projets dans notre contexte où il apparaît, où il est? Il semble être difficile d'obtenir des prêts auprès des banques et des institutions financières pour des initiatives euh, de structures de soins. Je ne parlerai pas des pharmacies où ce sont des entreprises qui sont réputées lucratives, mais pour ce qui est des structures de soins, je pense que c'est assez difficile. Comment est-ce qu'on finance ce genre de projet? Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est à cela que je rappelle la nécessité de vraiment se mettre ensemble. Quoi qu'on dise, que ce soit sur le plan de la crédibilité. Parce que Oui, lorsque vous allez... Bon, en fait, il faut dire qu'il y a classiquement trois sources de financement d'une entreprise. d'accord. Il y a ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire la famille, l'entourage qui peut cotiser pour vous. Il y a les institutions financières, comme vous dites, et il y a l'apport personnel. Donc, que ce D'accord. soit les proches qui veulent vous aider, que ce soit les institutions bancaires, quand vous êtes nombreux, il y a quand même une certaine assurance qu'elles ont. Parce Oui, que si l'un de vous déconne, forcément, on sait qu'on peut aller mettre la. Si Kamel déconne, on sait qu'on peut aller mettre la main sur la deuxième ou la troisième personne. d'accord. Donc, l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'y aller seul. Oui, Et l'obstacle, justement, c'est que la banque se dit, je ne peux pas faire confiance à une personne qui est seule, surtout oui, que pendant 7 ans, 8 ans, elle n'a appris qu'à manier ah, le stéthoscope. bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, moi aussi, nous avons eu la chance, comme j'ai dit, avant de m'installer, j'ai fait quelques consultations en gestion de projet. Oui, Et très tôt, je n'ai pas fait que la médecine. Très tôt, je n'ai pas fait que la médecine. Donc, ça fait que j'ai pu mettre quand même un peu d'argent de côté. Euh, Ça avec le fait que je ne sois pas seul, donc plusieurs sources de financement personnel, je vais dire, le love money. Parce que moi, ça fait du love money, mais quand on est quatre, ça fait 4 fois plus de love money, 4 fois plus de personnes qui vous aident. Donc, il faut dire que l'apport personnel, l'apport oui, de l'entourage occupe la plus grande partie dans la source de financement. le financement de ce genre de projet. Et c'est ça qui nous a aidé à lancer ce projet-là. D'accord. Merci, docteur. Lorsque je préparais ce talk, j'ai essayé de parcourir un peu le Code général des impôts 2023 et j'étais curieux de savoir ce qui est fait pour favoriser l'entrepreneuriat médical. Et je me suis particulièrement intéressé à tout ce qui est exonération d'impôts et de taxes pour les entreprises. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup dans les domaines de l'immobilier, de l'informatique, pour certains types d'engins, etc. Mais je n'ai rien vu en ce qui concerne les entreprises restant dans le domaine médical. Sauf si je n'ai pas suffisamment fait attention. Non, j'aimerais demander si notre pays représente vraiment un lieu favorable à l'entrepreneuriat médical, en tout cas sur le plan fiscal. Est-ce que les entreprises du secteur arrivent vraiment à s'en sortir face aux impôts dans notre pays? Oui, ça c'est une très belle remarque. Je t'assure que tu as bien lu, tu as bien fouillé. Et c'est, en fait, il faut dire qu'il y a une incongruité, en fait. Parce que les entreprises médicales sont justement considérées comme souvent même pire que les autres entreprises. Et c'est ce Ah, qui est dommage. En fait, il faut dire ouais, que lorsqu'on prend les tests médicaux, euh, les entreprises médicales, les cliniques, les cabinets ne devraient pas faire du commerce. Il nous est strictement interdit de faire du commerce dans l'exercice de notre métier. ouais, C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la publicité.
Mais d'un autre côté, justement, nous sommes considérés comme les autres entreprises, Oui, c'est vrai. c'est-à-dire tout ce qui est fiscalité, nous sommes considérés comme des entreprises commerciales. Et c'est pour ça que je parlais d'incongruité. D'un côté, on vous dit que vous ne devez pas faire la publicité, vous ne devez pas vendre vos services, c'est-à-dire qu'on me demande, moi, cardiologue, ou bien on demande à mon gynécologue qu'il a beau installer la plus grande clinique, mais n'a pas le droit d'informer sa voisine qui est en face que lorsqu'elle sera en travail, qu'elle peut juste traverser la voie pour venir le voir. Venez le voir. Mais qu'elle peut se taper 10 km, 20 km. Donc c'est ça, nous dit de ne pas faire la publicité. Soit, mais d'un autre côté, les entreprises médicales étouffent. Oui. Parce que justement, il n'y a aucun allègement. On ne se dit pas la santé, c'est une priorité. Comme la santé, c'est une priorité, trouvons des moyens pour aider justement ces entreprises à mieux s'équiper. Oui. Et c'est vraiment ça qui fait la difficulté. Ceci s'explique par la vétusté de nos tests, parce que nous fonctionnons avec des tests de plus de 50 ans. Oui. Je pense que ni toi ni moi, nous sommes nés. Et c'est un des combats que nous faisons à l'ordre des médecins, en fait. En fait, il faut faire avec notre temps, en fait. Faire avec notre temps. Bien sûr. Donc, c'est ça qui rend vraiment difficile l'essor des cabinets et des cliniques. La deuxième chose sur laquelle je vais finir, ça montre aussi la nécessité de se mettre ensemble. Parce que lorsque nous sommes ensemble, que ce soit médecins de façon générale, promoteurs de cliniques, de cabinets de façon plus particulière, c'est plus facile de nous faire entendre des décideurs. Parce que quand je vous dis que lorsque vous quittez Boycon et que c'est à Parakou que vous avez un cardiologue, c'est-à-dire si vous quittez, si quelqu'un quitte Cotonou, il a des cardiologues, arrivé à Boycon, il a un cardiologue, mais il va se taper 4-5 heures de route avant d'avoir un autre cardiologue. Oui. Donc, si à Savé, à Dassa, il fait son infarctus, il meurt. Oui. Bien sûr. Voyez? Donc, il y a un gros problème de disponibilité des ressources humaines. Et c'est donc pas, c'est vraiment pas le moment, c'est vraiment le moment de favoriser l'environnement, d'aider les médecins à justement mettre en place ces structures pour sauver la vie des populations. Voilà. Je pense que c'est un message vraiment important et qui devrait préoccuper tout le monde, pas seulement les autorités, parce que je pense que cela concerne tout le monde, cela concerne les populations qui doivent savoir mettre la pression pour que ces questions prioritaires, parce que la santé c'est une question prioritaire, soit la préoccupation majeure des dirigeants et que nous-mêmes médecins, nous mettions cette pression-là, que nous soyons ensemble, comme vous l'avez dit, pour mettre cette pression-là. Et vous parliez tout à l'heure dans votre développement aussi des équipements médicaux. Installer un centre comme ça, c'est énormément d'argent sur ce plan-là aussi. Est-ce que pour s'approvisionner en équipements médicaux au Bénin, cela est aisé? Est-ce qu'il y a quand même, on ne va pas revenir sur la fiscalité, mais est-ce que c'est aisé de s'approvisionner? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se vraiment spécialisées en cela et qui arrivent à obtenir ces équipements à des coûts qui puissent faciliter leur achat pour les entrepreneurs dans le domaine médical? Voilà. Déjà, il n'y a pas de facilité. Comme tu l'as compris, il n'y a pas de facilité fiscale, je vais dire. Il n'y a pas de particularité. Si là, du fait qu'il n'y ait pas un seul IRM, une seule unité d'IRM dans le septentrion, c'est-à-dire pour 4 millions, 5 millions d'habitants, si on me dit je vais m'équiper en IRM, je suis traité de la même façon que quelqu'un qui veut payer une moto, en fait. Oui. Et c'est ce qui est dommage. Donc, déjà, sur le plan étatique, il n'y a aucune facilité. Maintenant, côté disponibilité sur place, donc parfois on est obligé de faire avec ce qui est sur place. C'est pas évident parce qu'il y a essentiellement deux barrages. Il y a le barrage financier, c'est des équipements qui coûtent cher. Oui.
Et c'est là que j'en appelle encore, c'est là qu'on voit vraiment l'importance d'être ensemble. C'est plus facile à toi de payer un équipement qui coûte 20 millions, Oui, même s'il faut passer par un prêt, que d'être seul et de payer cet équipement-là. d'accord. Donc, en dehors de ce barrage financier, de la disponibilité, c'est essentiellement le problème de maintenance. C'est-à-dire, parfois, que ça arrive, quand que vous achetez un échographe qui t'a coûté super cher, un appareil d'échographie, et lorsqu'il y a un souci, tu cherches sur le territoire, tu n'as aucun maintenancier. Oui, Maintenancier qu'il faut forcément faire venir de la Côte d'Ivoire et parfois même de la France. Ouais, donc oui. c'est ça les difficultés principales. Mais je vous assure que une fois que ces facilités seraient mises en place, parce que vous convenez avec moi qu'un outil qui me permet de sauver une vie humaine, quel que soit le prix, je dois quand même avoir une facilité à l'acquérir que tout autre outil, en fait. Et c'est ça qui en parle D'accord, et d'accord. qui rend vraiment l'équipement des films difficile. Difficile. D'accord. Vous avez dit dans la réponse tout à l'heure quelque chose d'assez de particulier qui fait la transition vers notre question suivante. Vous parliez de la maintenance des équipements médicaux en général. Nous allons parler de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Nous formons énormément de médecins. Mais tout le monde le sait aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux quittent le pays pour des raisons qu'on ne peut pas développer aujourd'hui. Nous formons également des infirmiers et tout cela. Est-ce que, avec le contexte où beaucoup quittent le pays parce que les conditions ne sont pas bonnes, est-ce qu'on arrive encore à avoir de la main-d'œuvre de qualité disponible pour animer les structures de soins aujourd'hui? Ah, c'est pas facile. Et avant de revenir sur les médecins, quand je viens même aux collaborateurs paramédicaux, déjà les infirmiers, nous n'avons pas, euh, j'allais dire 50 000 écoles. Même pas Oui, besoin de 50 000 écoles de formation. Déjà, les centres de formation ne sont pas aussi nombreux que ça. oui, Que ce soit qu'on parle d'infirmiers, qu'on parle de techniciens de laboratoire, qu'on parle de sages-femmes, qu'on parle d'aides-soignants, ce qui fait que beaucoup sont obligés de s'expatrier au Burkina, au Niger, et parfois ne reviennent pas. Donc ça ne facilite déjà pas la chose. Donc tout commence par là, je crois, à mon avis, hein, tout commence par la formation. Après, derrière la formation, on va voir qu'est-ce qui est fait. Et lorsque je viens au médecin, tu l'as dit, avant, il y a quelques années, c'était les spécialistes qui partaient. Je me rappelle, oui, il y a 3 ans, 4 ans, euh, lorsqu'on avait au niveau de l'ordre des médecins des demandes, parce qu'il y a des démarches que les médecins doivent faire avant de s'expatrier, oui. c'était beaucoup plus les spécialistes. Mais tu as su que ça fait peur, la situation actuelle fait peur, parce que je me demande, à ce rythme-là, on n'en aura plus. Que ce soit des médecins spécialistes, que ce soit des médecins généralistes. Et quand on parle des médecins généralistes, comprenez que c'est le généraliste qui après se spécialise pour devenir spécialiste. Spécialiste, bien sûr. Et que lorsqu'il fait cette spécialité ailleurs, quand cet ailleurs offre de meilleures conditions, et c'est pas que pécunier, je vous assure, c'est même pas que pécunier. Hein. Lorsque tu apprends quelque chose pendant 7 ans, 8 ans, tu apprends une mécanique et que tu finis, on te dit de changer les chambres, une chambre à air sans t'en donner les clés, tu ne seras pas épanoui. Oui. Voilà. Donc, il y a ces zones massives qui n'arrangent pas les choses concernant la disponibilité. Mais nous avons la chance, comme je l'ai dit, nous sommes 4. Nous avons fait la médecine générale avant d'être spécialiste et Oui. nous arrivons à faire avec. Mais je vous assure que c'est vraiment pas facile vu cette zone massive qui est vraiment Euh, justifiée et dont on va devoir trouver les causes et donc les solutions la à ça. solution. Voilà. Je pense que c'est une question importante aussi et, que nous devons régler parce que, et pour le dire sincèrement, il n'y a pas ce jour-là où moi je connais pas un collègue
un ami qui voyage et qui quitte le pays parce que les gens ils cherchent de meilleures conditions sur tous les plans, parce que ce soit matériel, que ce soit financier, lorsqu'on ne travaille pas dans de bonnes conditions, on n'est pas épanoui et tout le monde, l'humain cherche l'épanouissement et donc les gens s'expatrient, il faut qu'on y pense réellement. Nous allons passer à la question suivante. Nous allons parler des opportunités qui peuvent s'offrir dans le domaine de la santé. Euh, Nous allons parler pas forcément de spécialités, de filières dans lesquelles on peut s'orienter, mais globalement, lorsque vous observez le terrain aujourd'hui, si vous connaissez un entrepreneur qui décide de se lancer dans le domaine de la santé, vers quoi est-ce que vous pourriez l'orienter et vers où est-ce que vous pourriez l'orienter? Vous avez décidé, par exemple, de vous installer à Parakou. Est-ce que vous considérez plus de s'installer là-bas ou plus ailleurs? Et quelles sont les spécialités aujourd'hui dont le besoin est important et vers lesquelles les gens pourraient s'orienter lorsqu'ils décident d'entreprendre dans le domaine médical? OK. En fait, un des avantages d'être un pays pauvre, un pays en développement, on dit, c'est que beaucoup de choses. Reste à faire. Il y a beaucoup d'opportunités, parce qu'il y a beaucoup Oui. voilà, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, moi, je me suis dit, même quand je venais à Parakou, il n'y a pas de raison que ceux de Cotonou soient plus malades que ceux de Peranco ou ceux de Bukumbe ou ceux de Parakou. Bien sûr. Donc, parfois, c'est lorsque vous présentez votre offre de la bonne façon que vous vous rendez compte que tout le monde est presque malade. Et tout à l'heure, au début, je le disais, nous mettons un grand accent dans la prévention, Oui. dans l'éducation. Et c'est ça le maître mot. N'attendez pas d'être malade avant d'aller consulter. Donc, même si je prends le plus petit village du Bénin, si chaque adulte décide d'aller faire une consultation généraliste, quand une fois par an, vous convenez avec moi que les médecins ne tiendraient même pas vu Bien la sûr. finance. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut déjà changer de paradigme. Sur d'autres cieux, c'est vraiment ça, le côté prévention. Et quand on voit les maladies qui nous tuent le plus, les maladies non transmissibles, c'est près de 2 décès par seconde. C'est vraiment la prévention. Donc, je crois qu'il faut d'abord changer d'approche. Il ne faut pas faire la médecine qui consiste, comme je disais tout de suite, à ne faire que du curatif, à ne faire que ramasser les pots cassés. D'accord. Ce que tu fais là, c'est aussi, ça passe par là en fait, ce côté éducation que nous devons apprendre à faire. Et c'est pour ça que je conseillerais, en dehors de la médecine, vraiment d'apprendre à se bâtir d'autres compétences. L'entrepreneuriat, c'est 80% de compétences extra-médicales. Parce que lorsque vous prenez 3 cliniques, 4 cliniques, 5 cliniques, je vous assure que les médecins ont les mêmes compétences. Donc, ce qui fait la différence, c'est le management de ton entreprise médicale. D'accord. Donc, pour les spécialités, je vous assure que vous pouvez tout faire, vous allez vous en sortir. Que ce soit la cancérologie, que ce soit la dermatologie, que ce soit la cardiologie, le besoin est là. Nos populations sont malades et elles en ont besoin. Voyez votre façon de communiquer, montrez-leur la valeur que vous avez, pourquoi elles doivent venir vous voir, en communiquant, en faisant les émissions de ce genre, en variant les outils de communication et elles viendront. Et à côté de ça, apprenez le management, apprenez le leadership, apprenez la comptabilité, apprenez la fiscalité, apprenez à gérer les hommes. C'est plus ça qui fait la différence parce que vous installez ne serait-ce qu'un petit cabinet, quelle que soit votre spécialité. C'est ça qui fait la différence, la communication, les soft skills. Voilà, donc c'est ce que je peux dire à l'endroit des collègues médecins. D'accord. Qui Merci. voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat médical. D'accord. Pour résumer, je pense que les opportunités, il y en a énormément. Comme vous l'avez dit, nous sommes un pays en développement et tout est à faire. Tout est à faire vraiment lorsqu'on parcourt le pays. Vous le disiez tout à l'heure, au Bénin, on n'a que 2 IRM actuellement qui sont à Cotonou.
On a de plus en plus de scanners, mais la plupart est à Cotonou aussi. On a très peu de spécialistes. J'ai un collègue qui est dans la Liborie, dans la Liborie de la Takora, je crois. Il y a un des deux départements qui n'a aucun cardiologue. Et il y a le cardiologue qui est dans l'autre département qui est obligé de venir faire des consultations les week-ends. Chaque samedi, il fait des consultations de 6 heures jusqu'à 22 heures afin de pouvoir prendre toute la masse de personnes. Les maladies cardiovasculaires aujourd'hui, on sait que c'est des milliers de personnes au Bénin qui en souffrent et les gens n'arrivent pas à avoir de spécialistes. Et c'est comme cela dans tous les domaines. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a vraiment du travail à faire, il y a vraiment du champ pour entreprendre dans le domaine de la santé. Et vous aviez commencé, vers la fin de votre intervention tout à l'heure, à donner quelques conseils à ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat médical. Évidemment, varier ses compétences, apprendre la gestion. Quels sont les autres conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui décide de se lancer dans la création d'une entreprise médicale? Ok, merci pour ce beau résumé. Ce que je pourrais ajouter, bon, déjà, c'est de connaître les tests, en fait. D'accord. Connaître les tests parce qu'il y a des tests qui régissent chaque profession, chaque secteur. Oui. Donc, c'est la meilleure façon d'exercer dans la sérénité et d'être sûr qu'un jour, on ne verra pas dans les sites de votre métier. Et la deuxième chose, c'est de savoir se faire accompagner. Savoir se faire accompagner, prendre conseil auprès des aînés. Moi, j'ai eu la chance, nous avons la chance en nous installant, d'avoir des retours positifs de ceux qui étaient là. Peut-être Dapo, qui était le seul cardiologue en privé dans le Septentrion, qui m'a beaucoup aidé. On a vu la pédiatre, la seule pédiatre, ou plutôt une des deux pédiatres dans le Septentrion qui nous a donné des conseils. En fait, aller vraiment vers les aînés qui, quoi qu'on dise, ont une expérience qui est plus lourde que la vôtre. Se faire accompagner aussi par les spécialistes au début, ne serait-ce qu'au début, les comptables, les fiscalistes. Même si vous avez des notions embryonnaires, il faut l'avoir, il faut savoir se faire accompagner. Parfois, on veut se lancer seul parce qu'on se dit que ça va coûter cher, mais je vous assure qu'à la fin, on souvent regrette plus de ne pas avoir cherché et trouvé le bon accompagnement. Le dernier conseil, en dehors d'être ensemble, ça je l'ai répété, c'est vraiment, tu l'as dit, d'apprendre d'autres compétences, apprendre à gérer ses émotions, parce que quoi qu'on dise, vous aurez à gérer des hommes. Oui. Qui dit des hommes qui ont des histoires différentes, qui ont des ambitions différentes, qui ont des points de vue différents. Et donc, c'est à vous de voir comment les fédérer autour de votre vision et de gérer toute la troupe pour qu'elle puisse aboutir, pour que votre projet, votre structure puisse aboutir à bon port et atteindre tous vos objectifs. D'accord. C'est ce que je peux dire. D'accord. Je pense que vous avez également abordé ma question qui allait suivre. Gérer une entreprise, c'est gérer des hommes, c'est gérer une infrastructure, c'est énormément de choses. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui a mis en place, un jeune entrepreneur qui a mis en place son entreprise pour une bonne gestion de cette entreprise-là? Donc, une fois l'entreprise mise en place, comme je l'ai dit, 70-80%, vous ferez autre chose que la médecine. C'est vrai que pour atteindre le 100% médecine, idéalement, il faut avoir un gestionnaire. Oui. Mais avant d'y aller, il faut mettre la main à la pâte. Donc, une fois l'entreprise lancée, c'est de savoir se faire entourer. Parce que le défi, au tout début, c'est d'avoir une équipe de confiance, une équipe médicale de confiance quand on pense qu'on peut travailler avec d'autres personnes, une équipe paramédicale
de confiance. Et tout à l'heure, je disais qu'il faut avoir une vision, avoir des objectifs, être clair avec votre équipe. Si c'est difficile, dites-le que c'est difficile. Parce qu'au début, parfois, vous êtes obligé de... En fait, il y a une balance, savoir-faire, savoir-être. D'accord. Vous voyez, il faut faire une balance, savoir, quel que soit les hommes que vous rencontrerez, que vous voudrez recruter, à compétences égales, il faut voir maintenant le savoir, la qualité de l'accueil de vos patients quand vous n'êtes pas là. Ben, vous ne pouvez pas être là 24 heures sur 24. Ça, c'est clair, vous ne pouvez pas être là 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment pour associer, être sûr d'avoir autour de vous vraiment à qui vous avez confiance. D'accord. Qui connaît vos objectifs, qui sait où vous allez. Et c'est justement lorsque vous avez bien fédéré cette équipe-là, c'est ça qui augmente la probabilité pour vous d'aller le plus possible. Parce qu'il y aura des bas, plus de haut. Se doter d'une... Non, il faut savoir gérer ses émotions. Il faut apprendre l'intelligence émotionnelle. Vous voyez, tout ce qu'on dit, depuis qu'on a commencé, on ne parle que peut-être de 10 à 20% des compétences médicales. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est très important d'apprendre à gérer ces émotions, d'apprendre à gérer les choix. Voilà. D'accord. Une question que cela m'évoque. Nous formons chaque année au Bénin au moins 200 médecins par Cotonou ensemble qui devraient devenir des entrepreneurs dans le domaine médical ou s'associer à d'autres personnes pour le faire. Mais dans notre formation, malheureusement, il n'y a pas ce module-là ou un cours qui vous permet d'apprendre à gérer une entreprise parce que c'est ce que vous allez faire plus tard. Évidemment, il faut l'apprendre après, mais est-ce que vous ne pensez pas, docteur Kamel Lafia, qu'il faut quand même qu'il y ait des cours dans nos curricula, dans les universités de médecine sur la gestion d'une entreprise en général, une entreprise médicale en particulier? Oui, il le faut, c'est plus que nécessaire. Alors là, je le disais qu'il faut faire avec son temps, il faut faire avec notre air. Oui. Il y a quelques mois, en fait, je suis avec un groupe médical, nous avons mis en place, nous sommes 4 et tous les 2 dimanches, nous entretenons des médecins justement sur tout ce qui est compétences extra-médicales dans la gestion des entreprises. Et un de nos objectifs justement, un de nos combats, c'est d'arriver à convaincre les facultés de médecine. Nous avons rencontré les doyens pour qu'ils acceptent que justement ce module gestion d'entreprise médicale soit un module obligatoire. Et quand on dit gestion d'entreprise médicale, il y a aussi, c'est pas que la personne morale qu'est l'entreprise, c'est aussi la gestion intrinsèque, même le médecin même. Je parle de soft skills, les compétences même du médecin. Donc, on doit comprendre que c'est vraiment nécessaire et c'est un de nos combats. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Sur d'autres, ça se fait et il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Mais je suis sûr qu'avec des temps comme celui-ci, nous allons tous y arriver. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kamel Lafia. Je pense que c'est un sujet qui est très vaste, l'entrepreneuriat médical, et c'est un sujet qui est intéressant et qui serait difficile d'évider en une seule émission. Moi, j'ai beaucoup appris personnellement et j'espère que tous ceux qui suivront cette interview pourront en tirer le meilleur. Nous avons parlé d'énormément de choses. Nous avons parlé de la création,
d'une entreprise médicale, nous avons parlé de gestion même d'une entreprise médicale, nous avons parlé des facteurs exogènes qui pourraient influencer la création et la gestion d'une entreprise médicale. Docteur Kamel Afia, je vais vous laisser conclure, dire un mot à tous ceux qui vont suivre cette interview, et particulièrement à nos collègues médecins qui souhaiteraient un jour se lancer dans l'entrepreneuriat médical. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Gentil, pour cette opportunité. J'aime bien une citation, je crois que c'est Mère Teresa qui l'a dit. C'est vrai que si nous devons vider l'océan, on voit, bon, je vais le résumer en fait. D'accord. En fait, quand on voit l'océan à vider, c'est très grand. Oui. Mais lorsqu'on veut le faire goutte par goutte, on finit par y arriver. Donc, parfois, c'est de petites actions qui, lorsqu'elles sont mises côte à côte, permettent de changer le monde. Oui. Et cette émission, je suis sûr, ira très loin. C'est l'une de ces actions. Et je voudrais inviter les collègues, où qu'ils soient, où qu'ils aillent, déjà à penser à revenir. D'accord. Pour qu'ensemble, tous ensemble, on puisse chacun de nos côtés déjà faire ces petites actions qui vont contribuer à faire avancer les choses, mais que tous ensemble aussi nous puissions travailler pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand on regardera en arrière, dans 30 ans, dans 40 ans, qu'on dise que cette génération a fait un pas de plus. Quelle est la qualité de ce pas? Quelle est la direction de ce pas? Quelle est la longueur de ce pas? C'est vraiment à tout un chacun de nous de le définir. Et je voudrais vraiment vous remercier encore et dire que tant que nous sommes là, il faut qu'on se dise que si ce n'est pas nous, personne ne le fera. Le fera. Et si ce n'est pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera. D'accord. Comme quoi, nous avons une mission à accomplir et nous devons nous y atteler parce que eh bien, si nous ne le faisons pas, les générations à venir nous poseront la question, nous demanderont ce que nous avons fait. Merci beaucoup, Dr Kamel Afia, et merci à tous ceux qui suivront cette émission. Je vous dis à très bientôt dans Jonathan Talk et je vous prie de vous abonner, de partager cette émission afin que le maximum de personnes puissent le voir et que cela serve réellement à ceux qui en ont besoin. Merci, à très bientôt.